thématique J'y pense et puis j'oublie, consacrée à la maladie d'Alzheimer et aux troubles apparentés. Ce programme vous est proposé par l'association Delta 7 et la Fondation Médéric Alzheimer, et je rappelle que vous pouvez voir l'intégralité de nos précédentes émissions sur le site de Delta 7 TV. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet délicat, mais qu'il s'avère de plus en plus nécessaire d'aborder, celui de la conduite automobile et de la mobilité des personnes vivant avec une maladie d'Alzheimer. Il n'aura échappé à personne qu'un décret, pas vraiment attendu, arrêté le 28 mars 2022, a fait réagir bon nombre d'associations. Et pour cause, il s'agissait tout simplement d'interdire la conduite automobile aux personnes atteintes d'une maladie d'Alzheimer. C'est une interdiction qui prend effet dès l'installation des premiers symptômes, autrement dit au stade encore léger de la maladie, au niveau 3 sur une échelle de 7 pour être plus précis. Concrètement, dès que la personne présente des difficultés à s'orienter dans un lieu non familier, à trouver les bons mots ou à retenir des informations après une lecture ou encore à organiser et planifier des actions, elle est susceptible d'être à ce stade 3 de la maladie. Cela représente quand même plusieurs millions de personnes en France. Alors on comprend bien l'intention de sécurité derrière cette législation envers les automobilistes, l'ensemble de la population, mais est-ce que quelques faits divers malheureux, quelques accidents provoqués par des malades d'Alzheimer justement, sur l'autoroute notamment, et des événements très médiatisés, est-ce que cela peut justifier le préjudice subi par un nombre très important de nos aînés? La question se pose en effet, car n'y a-t-il pas d'une part un risque d'évitement par les personnes concernées de toute évaluation, de peur de perdre cette capacité à la conduite, et d'autre part un risque de provoquer une rupture des liens sociaux, un isolement progressif via une perte totale de mobilité pour ces personnes? Pour parler de cette question complexe de la conduite automobile pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, nous accueillons sur notre plateau M. Christophe Ramon et Mme Christine Taboenka. Donc M. Christophe Ramon qui est directeur des études à l'association Prévention Routière et Mme Christine Taboenka qui est directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer. Alors je me tourne immédiatement vers M. Christophe Ramon. Bonjour M. Ramon. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc la thématique de cette émission, la conduite automobile pour les personnes âgées avec ou sans troubles cognitifs d'ailleurs, et ce fameux décret du 28 mars. Ma première question est donc la suivante. Qu'est-ce que vous pensez de ce décret? Est-ce que c'est une solution qui vous semble adaptée? Alors, je voudrais tout d'abord préciser que j'interviens pour l'association Prévention Routière, qui est une ONG. D'accord. Une association à but non lucratif et qui œuvre pour réduire le nombre d'accidents de la route depuis plus de 70 ans déjà. Mhm. Et qu'à ce titre, on participe à des travaux nationaux sur les nouvelles réglementations, etc. Et cela dit, c'est l'État qui publie ces arrêtés, qui publie cette réglementation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le permis de conduire, c'est un titre administratif, un droit à conduire, qui est d'une compétence européenne. Et donc la France applique des directives européennes concernant le système des permis de conduire. C'est pour ça que maintenant on a un nouveau format de type carte de crédit pour les permis de conduire et détermine des conditions d'aptitude physique, cognitive à la conduite. Donc ça ne concerne pas uniquement le sujet d'Alzheimer, ça concerne par exemple la vision, des affections du cœur, enfin tout type de maladies qui peuvent altérer la capacité à conduire. Donc c'est quelque chose qui est assez ancien et tous les 2-3 ans, on a une actualisation de ce décret. Alors, ce fameux décret concernant les critères d'aptitude à la conduite est mis à jour environ tous les 2-3 ans pour prendre en compte, par exemple, les connaissances sur les différentes maladies. Par exemple, là, au printemps, lors de l'actualisation, on a eu de nouveaux critères concernant le diabète qui a assoupli les critères d'aptitude et qui permet à un plus grand nombre de personnes diabétiques de pouvoir conduire. Donc tout ça sont des aspects réglementaires
théorique. Après, il y a la pratique. En pratique, la responsabilité incombe au conducteur lui-même. C'est-à-dire que pour conduire, je dois avoir un permis de conduire, bien sûr, mais aussi je dois m'assurer que je suis en état de conduire. Par exemple, si j'ai bu de l'alcool, je n'ai pas le droit de conduire, et c'est de ma responsabilité de conducteur de ne pas conduire. Après, si j'ai une affection importante qui altère ma capacité à conduire, je dois déjà en parler à mon médecin traitant, voilà, qui pourra me conseiller avec le secret médical. Donc là, je risque absolument rien. Il n'y a aucune conséquence si j'en parle à mon médecin. Et mon médecin va peut-être m'orienter, m'aider déjà à conduire plus longtemps en toute sécurité. Et s'il y a un vrai problème, il pourra m'orienter utilement. Cette aptitude à la conduite va être diagnostiquée, va être évaluée par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ce sont des médecins de ville. Ça ne peut pas être le médecin traitant, c'est un médecin qui est différent, qui ont suivi une formation spécifique à cette réglementation et qui reçoivent dans leur cabinet, par exemple, des conducteurs de poids lourds qui veulent renouveler leur permis tous les 5 ans, des taxis, voilà, en général, les conducteurs professionnels qui doivent, eux, passer une visite médicale tous les 5 ans, mais ils reçoivent aussi des personnes qui ont possiblement des problèmes d'aptitude à la conduite, qui veulent s'assurer de pouvoir continuer à conduire en toute sécurité. Donc là, cette démarche, elle est vraiment individuelle. C'est moi, en tant que conducteur, qui va voir un médecin agréé pour le permis de conduire. Il faut encore avoir l'envie d'aller le voir. Voilà. Donc le système aujourd'hui, il y a une réglementation qui paraît peut-être très sévère, mais au final, elle repose énormément sur la confiance envers les conducteurs eux-mêmes et leur entourage, bien sûr. D'accord, la confiance individuelle. Voilà, donc nous, en tant qu'association, on trouve que ces critères, au fil des ans, les critères sont de plus en plus pertinents sur certains sujets. Donc on est plutôt content qu'il y ait ce système-là, qu'il y ait un système plutôt intelligent, qui n'est pas couperé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une visite médicale à 75 ans ou à 70 pour tout le monde. Voilà, elle est vraiment adaptée au cas individuel. On sait qu'il y a toujours des problèmes et on parle d'accidents. C'est vrai qu'il y a des accidents. Malheureusement, on en a encore plus de 3000 accidents mortels en France, c'est encore beaucoup trop. Et c'est vrai qu'on essaye de réduire ces risques-là. Donc il y a encore des solutions à trouver pour améliorer ce système de la vérification de l'aptitude à la conduite. On n'a pas de dogme sur le sujet. On sait seulement que les visites médicales systématiques ne sont pas vraiment efficaces pour réduire le risque, puisque ça existe dans des pays étrangers et voilà, ça ne marche pas très bien. D'accord. Là, vous parlez d'un risque plutôt général au niveau des accidents de la route pour la population tout venante. Oui. Qu'en est-il au niveau des seniors? Est-ce que les seniors ont un risque accru d'accident? Alors, les seniors, quand on dit senior, c'est un terme finalement très vague. Oui, on est d'accord, tout à fait. Très vague. Et en matière de sécurité routière, il y a une définition qui est l'âge de 65 ans. Voilà. À partir de 65 ans, dans les statistiques de sécurité routière, on est considéré comme un senior. Cela dit, lorsqu'on va regarder finement les données statistiques des accidents, on voit qu'entre 65 ans et 75 ans, il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire qu'on est à un âge où le risque d'avoir un accident ou de provoquer un accident est au plus bas, en fait. Si on compare aux différentes classes d'âge, par contre, après 75 ans, on a un risque qui réaugmente en tant que conducteur, en tant que passager, piéton, cycliste. C'est-à-dire que le risque d'un accident grave devient de plus en plus important avec l'âge. Et aussi, en cas d'accident grave, la responsabilité du conducteur âgé est de plus en plus en cause avec l'âge. Oui. Voilà. Donc ça, c'est des statistiques qui s'imposent, qui sont des constats, qui sont liés en partie au fait qu'avec l'âge, après 75 ans, on diminue sa mobilité. Typiquement, un conducteur français conduit entre 10 et 15 000 km par an, donc ça permet d'entretenir ses réflexes,
C'est très stimulant aussi sur l'attention. Et après 75 ans, on réduit la longueur de ses trajets, on réduit le nombre de ses trajets naturellement. Et si on fait moins de 5000 km par an en tant que conducteur, ben on perd quand même des réflexes. Perdre Voilà. des aptitudes. Voilà. Et on sait même que pour des conducteurs plus jeunes, hein, qui ont peut-être 40 Mhm. ans, 30 ans, qui conduisent très peu, sont des conducteurs qui ont aussi des accidents liés au fait qu'ils ont du mal à entretenir leur réflexe de conducteur. D'accord. Très bien. Mais donc, vous êtes directeur d'études à l'Association de la prévention routière. Qu'est-ce que votre association propose par rapport à cette problématique des seniors et de la conduite? Comment est-ce que vous intervenez là-dessus? Alors, mon association a une caractéristique, c'est c'est une structure nationale Mhm. qui se décompose en comités. Donc, on a des comités régionaux, des comités départementaux, avec essentiellement des bénévoles qui vont mener des actions de sensibilisation. Et dans ces actions de sensibilisation, on a des actions dans les écoles pour l'éducation routière. Donc, on met les enfants sur les vélos, voilà, on leur apprend les règles du code de la route. On fait des actions aussi en entreprise, auprès des jeunes, des étudiants, notamment sur l'alcool. Mais également, on a des programmes qui s'adressent aux seniors. Et l'idée, c'est vraiment d'aller dans les mairies, dans les salles communales, les CCAS, les clubs d'aînés, etc., pour aller à la rencontre des seniors et leur parler de la conduite automobile, de réviser les règles du code de la route parce qu'elles évoluent en permanence. Et on a beaucoup de questions sur ce sujet. Hein. On a, par exemple, beaucoup de questions sur le thème des giratoires. Hein, les ronds-points, voilà, c'est encore une grande préoccupation. On révise les codes de la route et on sensibilise aussi aux questions d'alcool, mais aussi de santé. Puisque alors le fait de conduire, c'est bénéfique pour la santé finalement, puisque on va avoir plus d'activités, on va sortir, on va en société, on va voir son médecin, et puis on entretient ses réflexes, donc c'est très stimulant. Mais également, on va sensibiliser au fait qu'il faut s'entretenir pour rester un bon conducteur, pour conduire de manière sûre. Et par exemple, on sait que, ne serait-ce que sur la correction visuelle, beaucoup de seniors ont une mauvaise correction visuelle. Et donc, on les sensibilise sur ce sujet pour les inciter à les consulter et obtenir une bonne correction visuelle. Voilà. Donc, on évoque pas mal de sujets. Et on évoque également le chemin, enfin l'arrêt de la conduite, et c'est un sujet qui est aussi évoqué. Et souvent, les seniors qu'on rencontre, eux, nous parlent de leurs parents, parce que souvent, on a des personnes de 60, 70 ans qui ont encore un parent pour lequel la question de la conduite se pose. Très bien. Donc, vous parlez du niveau national, mais au niveau international, comment est-ce que ça se passe dans les autres pays? Est-ce que vous avez des informations de ce côté-là? Oui, tout à fait. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de directives européennes, donc il y a une certaine harmonisation des systèmes de permis de conduire et des critères d'aptitude à la conduite. Et donc, on a pas mal de pays en Europe qui ont testé plusieurs modalités pour contrôler cette aptitude. Et donc, ça va du système plutôt à la française, du système allemand ou britannique, où le système repose sur la confiance qu'on a vis-à-vis des conducteurs. Et au final, il n'y a pas de visite médicale prévue liée à l'âge. Sur d'autres pays, on a des systèmes où on a soit des déclarations, on va renouveler le permis à partir d'un certain âge et on doit remplir un formulaire, on a des questions de santé. On a des pays où il faut avoir un certificat du médecin traitant. Voilà, un peu comme ce qu'on a en France pour la question du sport. Pour faire des compétitions, on a besoin d'un certificat et on va voir son médecin traitant. Et des pays qui ont mis en place des systèmes de visite du permis de conduire, mais dans des centres spécialisés, avec des médecins spécialisés, à partir d'un certain âge. Donc on a tous ces systèmes-là. Et derrière, on a des évaluations qui penchent franchement pas en faveur des systèmes du caractère systématique des visites médicales. C'est-à-dire que dans les pays où on a une visite médicale, par exemple, à 70 ans pour tout le monde, puis après à 75,
puis après à 77. Enfin voilà, on doit se prêter à une visite médicale régulièrement. C'est à la charge du conducteur en général, donc c'est un coût très important. Et on n'a jamais observé une baisse du nombre d'accidents. D'accord. Alors là, ça paraît un peu contre-intuitif. Oui. C'est pas une question de test d'aptitude ou pas. Les tests sont plutôt efficaces pour repérer des problèmes. Mais c'est le caractère systématique qui fait qu'on a beaucoup de personnes qui arrêtent spontanément de conduire, de peur, parce qu'il faut se prêter à un examen. Et c'est vrai que voilà, à partir d'un certain âge, se prêter à un examen, c'est très stressant. Et donc, on a beaucoup de gens qui arrêtent de conduire et derrière, c'est des personnes qui vont se déplacer différemment, qui vont avoir des accidents de manière différente. Être passager d'un conducteur de 20 ans, c'est pas forcément plus sécure que de conduire soi-même, ou qui vont se déplacer à vélo ou à pied et le risque d'accident existe. Et c'est des personnes aussi qui perdent tous les avantages liés à la conduite. La stimulation, mais aussi moins de déplacements, moins de contacts sociaux, etc. Donc voilà, il y a des aspects très négatifs liés à ça. Voilà. Et on a aussi un phénomène des conducteurs qui ont de vrais problèmes d'aptitude, mais qui vont passer à travers les gouttes. Ils vont avoir des stratégies pour réussir au test, mais ces personnes-là vont présenter un danger parce qu'elles sont dans le déni de leurs problèmes, en fait. D'accord. Voilà. Voire même des personnes qui vont continuer à conduire alors qu'elles n'auraient plus le droit de conduire. Tout à fait. Mais donc, est-ce qu'on pourrait déjà faire un comparatif rapide comparant les pays qui ont une législation stricte sur le sujet et ceux qui ont une législation plus portée sur la responsabilité individuelle? Il y a eu des études comparatives, notamment dans les pays scandinaves qui ont des profils assez équivalents. Donc, Suède, Finlande. Donc, un des pays avait mis en place cette visite médicale systématique, l'autre pays non. Et au final, il n'y avait aucune différence d'évolution de l'accidentalité. D'accord. Voilà. Donc, ça ne servirait pas. Plus proche de nous, on a les Suisses qui avaient une visite médicale à 70 ans. Ils n'étaient pas très satisfaits du système. Ils sont passés à 75 ans. Là, ils viennent de publier une étude qui montre qu'il y a les résultats sont toujours très décevants par rapport à l'investissement que ça représente. Et donc, ils envisagent de le passer à un âge encore plus élevé, 80 ans. Donc, 80 ans, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, voire même à le remplacer par un autre système qui serait plus, pointu, c'est-à-dire qui traiterait uniquement des cas à risque. Par exemple, j'ai cité tout à l'heure l'exemple du formulaire qu'on remplit soi-même. Pour renouveler son permis, on va indiquer si on a un problème de vue ou un problème cardiaque ou autre. Et après, on revient sur la responsabilité individuelle. Voilà, une responsabilité individuelle et ensuite on oriente ces personnes vers un suivi médical et une évaluation de l'aptitude. Très bien, merci beaucoup Monsieur Ramon d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions. Je vais me tourner maintenant vers Madame Christine Tabuenkia, directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer. Pour une première question, l'arrêt de la conduite, est-ce que ça paraît inéluctable avec une maladie d'Alzheimer? Je pense que l'arrêt de la conduite est inéluctable pour chacun d'entre nous de toute façon. On sait que ce couperet va tomber à un moment ou à un autre et personne n'est capable de dire à quel âge ça va arriver. Vous pouvez très bien avoir 35 ans et vous retrouver avec une pathologie. On parlait de diabète tout à l'heure. À une époque, le diabète, si vous étiez diagnostiqué de diabète à 35 ans, vous étiez dans l'incapacité de pouvoir conduire. Donc ce n'est pas une question d'âge. Je pense que ça, c'est important de le rappeler. Après, le diagnostic de la maladie d'Alzheimer en soi n'est pas une définition pour arrêter de conduire. Elle pose un diagnostic. Ce qui est important de savoir, c'est est-ce que la personne est toujours en capacité, en aptitude de conduire. La conduite étant quand même, je tiens à le prévenir, un élément important dans le maintien de l'autonomie, puisque comme vous l'avez dit en introduction, elle permet de se déplacer, donc de rompre l'isolement social, d'aller voir son médecin, donc d'éviter toute rupture de soins. Donc, elle est primordiale. Donc, en fait, on parle bien de l'aptitude à conduire des personnes avec un diagnostic de maladie d'Alzheimer et non pas d'une maladie d'Alzheimer qui conduit systématiquement à l'arrêt. Très bien.
Et la Fondation, elle travaille actuellement sur des recommandations, me semble-t-il, pour accompagner les personnes ou les préparer à l'arrêt de la conduite. Comment est-ce que ça se passe? En fait, très tôt, bien avant la sortie du décret, nous nous Oui. sommes rapprochés de France Alzheimer, donc l'association qui Mhm. accompagne les patients et les aidants au quotidien, et de l'association de la prévention routière, persuadés qu'il ne s'agissait pas d'un problème d'aptitude, mais d'accompagnement. Comment on accompagne les aidants et les malades à cet arrêt de la conduite qui, de toute façon, sera inéluctable pour chacun d'entre nous. Pourquoi on a lancé ces travaux-là? Parce que nous savons que les aidants se retrouvent dans une situation de culpabilité et sont obligés de mettre en place des comportements, des attitudes qu'ils considèrent comme mensongères envers la personne malade, du style « je dois cacher les clés »,« je change le stationnement de la voiture régulièrement pour être sûr qu'il ne va pas la retrouver », etc. Et donc un fort sentiment de culpabilité apparaît et qu'il faut qu'on les aide par une anticipation à accompagner la personne malade. On parle aujourd'hui beaucoup en termes de santé publique de parcours de santé, de laisser le malade acteur de son projet. On est bien dans tout ce que l'on peut lire ou dans tout ce qu'on vient d'entendre, à l'opposé, c'est-à-dire qu'on impose, mais on ne demande pas à la personne malade elle-même d'être acteur de son projet et donc de choisir comment elle va arrêter de conduire. D'accord. Et même question pour M. Ramon. Votre avis à vous sur ce décret du 28 mars 2022? Fondamentalement, on ne peut pas être contre un décret qui, quand une personne n'est pas en aptitude de conduire, on ne peut pas s'opposer à... C'est inopposable. Vous n'êtes pas en aptitude de conduire, on ne peut pas s'opposer à ça. Ce qui nous dérange dans ce décret, d'une part, c'est qu'on travaillait main dans la main avec la DSR pour rédiger des recommandations pour accompagner justement cet arrêt de la conduite, qu'on n'a pas été associé à la rédaction du décret, et que finalement, il manque un élément important dans ce décret, c'est comment on applique cette mesure-là, comment on accompagne le malade et les aidants, et les professionnels, parce qu'on oublie aussi qu'on parle de responsabilité de la personne malade ou de son entourage, mais la responsabilité du médecin. Aujourd'hui, nous avons comme témoignage des neurologues ou des gériatres qui nous disent « Ok, là, j'ai donné un certificat d'inaptitude à la personne qui est diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer, mais je n'ai aucune certitude que cette personne va aller à la préfecture voir le médecin agréé du permis de conduire. Je n'ai aucune certitude qu'il a compris qu'il doit arrêter de conduire. Donc, en fait, certes, je vais être déresponsabilisée d'un point de vue juridique, mais je ne le suis pas d'un point de vue personnel puisque je n'accompagne pas la personne dans cette démarche. C'est pour ça que notre fondation, elle ne s'est pas contentée de prendre l'avis des aidants et des malades. Elle a aussi voulu travailler et interroger les professionnels de la conduite, donc de la préfecture, puisque c'est eux qui définissent en fait au final si on peut garder son permis de conduire ou pas, et les professionnels de santé qui sont amenés à statuer. Au niveau des personnes elles-mêmes, est-ce qu'on a des témoignages qui remontent? Depuis des familles, des conducteurs, depuis le décret? Depuis le décret, alors France Alzheimer est assaillie d'appels de familles démunies parce qu'ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Pour certains, le diagnostic était posé depuis plusieurs années et la personne continuait à conduire, ne serait-ce que pour aller chercher son pain, etc. Elle n'a pas eu d'accident, donc il y a une incompréhension sur pourquoi se couperait. On a aussi des témoignages de médecins qui nous disent on ne sait pas comment faire parce que finalement le décret fait référence à une échelle qui n'est plus utilisée depuis 15 ans. Donc il est important de pouvoir aller plus loin que ce décret et de nous aider à mettre en œuvre le décret, puisque c'est ce qu'on leur demande. Nous avons beaucoup de situations d'aidants qui sont très craintifs parce que même s'ils ont réussi à faire arrêter la conduite, la personne peut piquer les clés de son fils, de sa conjointe. Certains vont même avoir des comportements d'évitement en achetant des voitures sans permis. Et on est tout aussi dangereux sur la route. Et surtout des réactions face au lobbying très fort qu'il y a aujourd'hui dans les médias de certaines personnes qui ont été victimes d'accidents dramatiques causés par des personnes âgées, mais qui l'auraient pu l'être par n'importe qui d'autre. Fort lobbying qui effectivement encourage à légiférer sur une visite médicale obligatoire très tôt, puisque je crois que maintenant on parle on parle de 75 ans, ce qui est très tôt si on prend ce que vous venez de dire, M. Ramon, on voit bien que ce n'est pas l'âge. Et que ce lobbying-là, il est très lié à l'émotion
et donc entraîne une angoisse très forte chez les familles. Ok. Donc, même du côté du terrain, entre guillemets, des personnes concernées, c'est beaucoup de culpabilité et d'angoisse. Au niveau international, on en parlait tout à l'heure, est-ce que certaines initiatives peuvent nous inspirer? Alors justement, un des travaux que nous avons menés en commun avec la prévention routière et France Alzheimer était d'établir une revue de littérature. Alors, en fait, on a étudié plus de 1000 articles pour voir effectivement ce qui pouvait se faire à l'international. En fait, ça ne fait que confirmer les propos que Christophe Ramon vient de porter. Toutes les mesures un peu sanctions n'ont pas prouvé leur efficacité et n'ont pas permis de déculpabiliser les familles quant à l'arrêt de la conduite. Donc, d'autres initiatives n'étaient pas considérées comme des sanctions, mais plutôt comme une reconnaissance d'un statut de senior et donc potentiellement d'une personne avec une conduite différente d'une personne jeune. Par exemple, je prends l'exemple du macaron au Japon, où quand vous aviez plus de 75 ans, vous apposiez un macaron sur votre véhicule, ce qui pouvait, par exemple, au niveau des stationnements, faire comprendre pourquoi on n'était pas bien garé, etc. En fait, ça a eu tout l'effet inverse, de discriminer la personne, puisqu'on on affichait son âge. L'Écosse a essayé de reprendre ce dispositif de macaron en l'associant à la carte handicapée. Ça a un peu mieux fonctionné, ça a été mieux accepté par les personnes atteintes de troubles cognitifs, parce qu'ils avaient un bénéfice secondaire qui était de pouvoir bénéficier des avantages de la carte de personnes à mobilité réduite, dont se garer à proximité du magasin, avoir une place handicapée près de chez soi, etc. Mais ça n'a pas prouvé pour autant quelque efficacité. Vous avez parlé de l'exemple de la Suisse, et je ne vais pas y revenir dessus. En fait, aujourd'hui, la revue de littérature montre qu'il n'y a pas de mesure du tout efficace et qu'on doit bien parler de prévention et d'anticipation en incluant la personne elle-même dans ce projet-là. D'accord. La Fondation a mené 2 études, me semble-t-il, une qualitative et une quantitative. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, alors la Fondation l'a menée en partenariat avec France Alzheimer et la prévention routière. Je pense que c'est important de le rappeler. Nous avons associé dans cette étude donc, toutes les catégories de personnes concernées, bien évidemment les malades et les aidants, les professionnels de santé, neurologues et gériatres amenés à définir l'aptitude de la personne, et les personnes liées à la conduite automobile, que ce soit des médecins agréés du permis de conduire ou des professeurs d'auto-école. Cette étude s'est déroulée en 2 étapes, une étude qualitative et une étude quantitative. En fait, en résumant très court, cette étude n'a fait que confirmer qu'en fait, le problème n'était pas l'arrêt de la conduite, parce qu'il y a une autorégulation qui se fait spontanément par les personnes. Quand on commence à sentir qu'on a la vue qui baisse, qu'on ne peut plus conduire la nuit, etc., on adapte ce mode de déplacement. Christophe l'a expliqué parfaitement tout à l'heure, on fait des plus petites distances, on ne conduit plus la nuit, etc. Et plus de 80% des malades interviewés ont confirmé cette autorégulation. Pour les 20% qui restent, il y a un fort déni, mais pas uniquement du malade lui-même, des professionnels de santé et de l'aidant. Et c'est là qu'il y a quelque chose à faire, effectivement, en parlant d'anticipation auprès de ce public-là. L'enquête a permis de démontrer aussi 2 difficultés. L'absence de lien entre l'aptitude, l'inaptitude qui va être déclarée par le médecin ou généraliste ou neurologue et gériatre et les autorités du permis de conduire. En fait, aucun lien, sous couvert de secret médical, etc. Effectivement, on compte beaucoup sur la responsabilité de la personne elle-même. N'oublions pas que quand on a des troubles cognitifs, il est parfois difficile d'être responsable de soi-même. Et qu'on ne va pas demander à l'aidant d'aller faire la démarche parce que la culpabilité va être encore plus forte que celle de cacher les clés. Ça, c'est le premier enseignement. Le deuxième enseignement, on parle beaucoup de mobilité alternative, c'est le grand mot à la mode de nos politiques aujourd'hui, sauf que ces mobilités alternatives ne sont absolument pas adaptées à nos personnes âgées et encore moins à des personnes qui sont atteintes de troubles cognitifs. Nous avons accompagné une association qui s'appelle Mon Copilote, qui a pour objectif d'aider justement les personnes qui ont arrêté de conduire à se déplacer, à aller faire leurs courses, à aller voir leurs amis, etc. Et on se rend compte que dès que c'est une association qui a un travail et une renommée, enfin qui fait un travail remarquable, qui a une renommée importante, et pourtant, dès qu'on associe les chauffeurs de ces véhicules à des personnes qui ont des troubles cognitifs, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Méconnaissance de la maladie,
la crainte d'avoir affaire à des comportements agressifs, et du côté du malade et de l'aidant, la crainte de se retrouver dans un véhicule conduit par quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on voit bien que même quand les mobilités alternatives existent, il manque quelque chose pour que tout cela soit harmonieux. Donc en fait, les travaux de la Fondation, ils s'articulent entre 3 points importants. C'est anticiper. Anticiper pour que la personne soit acteur de son projet d'arrêt de conduite. Informer sur qu'est-ce que c'est qu'un trouble cognitif, aussi bien les professionnels de santé. Alors ça peut paraître ridicule ce que je dis, mais un médecin, qui soit de la préfecture ou qui soit généraliste ou neurologue, etc., ne peut pas connaître toutes les pathologies. Et donc il y a des spécificités des troubles cognitifs qui sont importants à faire passer comme message, même aux professionnels de santé. Et accompagner par des fiches pratiques les aidants sur les mesures qui existent, parce que informer est un élément important, et aujourd'hui, les malades et les aidants ne savent pas quels droits ils ont, si ce n'est qu'ils n'ont plus le droit de conduire. Très bien, donc ce sont des pistes de recommandations tout à fait intéressantes pour aller dans une meilleure direction. Je vous remercie, Madame Tabenka, d'avoir accepté également notre invitation. En conclusion, et en résumé de ces échanges, retenons que la question de la conduite automobile des personnes âgées, ce n'est pas un sujet nouveau, comme le disait M. Ramon. La plupart d'ailleurs, vous l'avez évoqué tous les deux, des personnes âgées de plus de 75 ans vont spontanément réduire leur déplacement en voiture, éviter de conduire la nuit ou encore éviter de s'engager dans des trajets qui ne seraient pas familiers. Au niveau international, on se rend compte que la législation plus stricte a des conséquences plus importantes sur le refus des évaluations parfois et sur finalement la perte des mobilités. Il n'y a en tout cas pas d'avantage à avoir une législation plus stricte si on compare avec d'autres pays au niveau international. Qui plus est, l'inaptitude de la conduite, vous l'avez dit très bien, Mme Tabenka, ça n'a rien à voir entre guillemets avec une pathologie. Prenons l'exemple de l'alcool, par exemple. Là, on a une inaptitude à la conduite qui est évidente. C'est donc l'aptitude qui devrait être objectivée et non la maladie en elle-même. Ainsi, il paraît important de faire évoluer cette législation et de trouver des solutions plus adéquates pour ne pas entraver la mobilité de nos aînés. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle thématique de notre programme J'y pense et puis j'oublie. Merci et portez-vous bien. À bientôt.